The PayPal Mafia, l'histoire des fondateurs de PayPal, des technophiles, des anticonformistes et outsiders. Le parcours de la PayPal Mafia, en tant qu'étrangers dans l'industrie de la finance et de la banque, devenant ensuite des entrepreneurs et investisseurs à succès. L'histoire que je vais vous raconter illustre leur résilience, leur esprit d'innovation et leur capacité d'adaptation. Malgré les obstacles importants auxquels ils ont été confrontés, ils ont révolutionné les paiements en ligne et ont laissé une empreinte indélébile dans le paysage technologique, inspirant des générations futures d'entrepreneurs. Dans cet épisode, je partage avec vous les enseignements tirés du parcours des créateurs de PayPal, de leurs idées, les pivots, les levées de fonds, la fusion, l'entrée en bourse et jusqu'à l'acquisition de PayPal par eBay. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Avant de commencer l'épisode, sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien, doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, audible, doumer.me/audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. La fondation de PayPal est l'une des grandes histoires improbables de l'ère de l'Internet. Des décennies plus tard, vivre et faire ses achats à une époque où le i dans e-commerce est redondant. Il est facile de considérer un service comme PayPal comme acquis, alors qu'avec quelques clics, nous pouvons faire venir une voiture à notre porte et envoyer de l'argent via Internet ne semble guère révolutionnaire. Mais il serait erroné de supposer que la technologie sous-jacente au transfert d'argent numérique a été facilement mise en place, ou que PayPal était destiné au succès. Les récits de réussite dans le domaine de la technologie moderne sont généralement racontés comme des histoires d'accomplissement individuel, plus axées sur le génie individuel que sur le génie collectif. Jobs est indissociable de la narration d'Apple, tout comme Bezos d'Amazon, Gates de Microsoft ou Zuckerberg de Facebook. Le succès de PayPal est une histoire d'un autre genre. Il n'y a pas de héros ou de héroïne unique. À différents moments de l'histoire de l'entreprise, divers membres de l'équipe ont réalisé des percées critiques qui ont sauvé la société. Si l'un d'entre eux avait été retiré, il est possible que tout aurait pu s'effondrer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la PayPal Mafia. Et c'est un récit tiré du livre The Founders, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley par Jimmy Soni. Le gars, il a pris genre 5 ans pour écrire ce livre. Il a parcouru l'histoire de PayPal de A à Z, les quelques années de folie où PayPal a été créé, la fusion et l'acquisition par eBay, genre 4 ans environ. C'est l'un des livres les plus intéressants que j'ai lu dans ma vie. Et j'ai lu un tas de biographies, j'ai lu des dizaines de biographies, mais celle-ci sort du lot. C'est trop bien. Et si vous voulez acheter le livre, n'oubliez pas, comme d'habitude, le lien pour acheter le livre est dans la description de cet épisode. Et s'il vous plaît, utilisez mon lien, car en l'utilisant pour acheter le livre, vous aidez le podcast. Et le prix sera le même pour vous, il ne change pas. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou le copier et le coller et acheter le livre via ce lien. Et je tiens aussi à préciser un petit truc, que ceux qui ne terminent pas mes épisodes,
ignorent. À la fin de chaque épisode, je fais un petit résumé des leçons apprises. Et ceux qui ne m'écoutent pas jusqu'à la fin, vous ratez beaucoup de choses. Donc, je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce que la PayPal Mafia? En fait, PayPal Mafia, c'est un nom donné au groupe d'anciens cofondateurs et les premiers employés de PayPal qui, après la vente de PayPal, sont allés créer des entreprises tech qui valent aujourd'hui des milliards de dollars. Par exemple, Tesla et SpaceX, Elon Musk, qui était dans PayPal, LinkedIn, YouTube, Palantir, Yelp et plusieurs autres sociétés ont été fondées par les membres de l'équipe PayPal. Et les petits extraits que je vais lire dans ce podcast sont tirés du livre dont j'ai parlé plus tôt. Et le livre en anglais. Donc du coup, j'ai dû traduire un peu pour que ça colle un peu avec le podcast, vu que le podcast est en français. Pour bien comprendre l'histoire de PayPal, l'origine de PayPal même, les idées et l'évolution du produit qui a donné naissance à PayPal, il faut déjà connaître l'histoire des cofondateurs avant même PayPal. Et le livre commence avec Max Levchin. Max Levchin sera le CTO de PayPal. C'est un informaticien hors pair. Il est extrêmement bon dans son domaine. En tant qu'ingénieur logiciel, moi-même, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il a fait à PayPal. Vous verrez, il a vraiment bataillé. Bref, c'est un monstre technique. Donc du coup, le livre dit Rafailovich Levchin avait 10 ans et dormait à 90 miles de distance lorsque Tchernobyl a explosé. Il s'est réveillé dans une vie transformée et façonnée par la catastrophe. Dans ses premiers moments d'anxiété, ses parents l'ont envoyé, lui et son frère, dans un train. Levchin appréciait la programmation et les jeux dès son plus jeune âge. Mais les ordinateurs n'étaient pas là pour son divertissement. Ils étaient censés aider Elvina à signaler la présence de radiation dans les aliments. Voyant que les compétences techniques de son fils dépassaient les siennes, elle l'a mis au travail et lui a proposé un accord. Les ordinateurs seraient tous à lui une fois les tâches terminées. Cela ne laissait pas beaucoup de temps à Levchin pour son précieux temps de jeu sur Robotron. Alors il a mis au point un système, écrire du code avec un crayon et du papier dans le parc près de chez lui. Il rédigeait et modifiait ses programmes à la main. Ensuite, il transférait le contenu dans l'ordinateur, puis venait le verdict de la machine. Si je recopie exactement ce qui est dans mon cahier, est-ce que ça compile et ça s'exécute au démarrage ou est-ce que je dois le déboguer? Ce processus d'apprentissage a forgé des normes exigeantes. Ma définition personnelle en tant que programmeur a toujours été que je commençais avec ces ordinateurs délabrés, a déclaré Levchin. C'était tout, de la programmation très procédurale dans différents langages d'assemblage. Cela m'a probablement rendu légèrement plus élitiste, mais cela m'a certainement rendu très tenace. En tant que développeur, je n'ai jamais vraiment eu la possibilité de choisir la voie facile, je suppose. Là, on voit un jeune Levchin en Russie qui a 10 ans et il programme avec du papier et son crayon. Et il programme quel langage? Du langage d'assembleur, Assembly Language. C'est l'un des plus low-level languages. Bon, pour les développeurs qui m'écoutent, ça, peut-être qu'ils comprennent, mais pour mes autres auditeurs, peut-être c'est du charabia. Mais juste que Assembly Language, c'est un dialecte de langage de programmation qui est très, très, très rudimentaire et très difficile à maîtriser. Mais lui, il le faisait avec un crayon et son papier parce qu'il n'avait pas le choix. Il aimait ce qu'il faisait, mais il n'avait pas le choix. Bref, et du coup, on voit un peu ses prouesses techniques étant tout petit. Et après avoir émigré aux États-Unis, il intégra l'université d'Illinois, UIUC en anglais. Dans l'université, il va intégrer un groupe, Association for Computing Machinery, ACM. Et le groupe va le permettre de rencontrer des technophiles comme lui. Il pourra aussi rencontrer des futurs membres de l'équipe PayPal. Et ce qu'ils vont faire, c'est, dans ce groupe-là, ils vont faire des projets et réaliser des prouesses techniques, telles qu'une machine à café connectée à l'Internet. Bon, à cette époque-là, les objets connectés étaient très futuristes. Et déjà, faire en sorte que leur machine à café se connecte à Internet, c'était une prouesse spectaculaire. Vous voyez un peu le niveau technique des membres du club. Ça me fait penser un peu au Homebrew Computer Club que Steve Wozniak avait intégré dans les années 70 avec Steve Jobs et où ils ont présenté la première version de l'Apple, leur ordinateur Apple I. Et c'est dans ce club-là que l'Alter fut présenté et Steve Wozniak eut l'idée de génie de construire un ordinateur personnel. C'était le premier personal computer.
Si vous voulez en savoir plus sur cette étape de la vie de Steve Jobs et de Steve Wozniak, la création d'Apple, leur première levée de fonds, comment ils ont acquis leurs premiers utilisateurs, les problèmes qu'ils ont eus, je laisse le lien vers l'épisode dans la description. J'ai fait un épisode dessus. Je vous conseille de l'écouter. Je pense que vous allez l'aimer. Du coup, ça c'est les débuts de Levchin. Maintenant, parlons de Peter Thiel, son cofondateur. Peter Thiel, de son côté, après ses études, il avait décidé d'ouvrir son fonds d'investissement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé de l'argent de son entourage, sa famille, ses amis et ses proches pour se lancer. Et il rencontra Max Levchin. Et les deux décidèrent de créer une société qui s'appelait FieldLink à l'époque. Bon, cette société allait être le futur PayPal, mais personne ne s'en doutait. Et à cette époque-là, ni Levchin ni Peter Thiel n'avaient toute l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Et dans un livre de 0 à 1, Peter Thiel parle de cette époque, de la création de PayPal et toutes les leçons qu'il a apprises de A à Z. Et j'ai fait un épisode sur cette partie de sa vie-là, sur ce livre-là. L'épisode est dans la description, c'est l'épisode 9 de ce podcast. J'ai mis le lien dans la description. Et l'épisode sur Steve Jobs, c'est l'épisode 6. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller les écouter, c'est trop bien. Du coup, il a rencontré Levchin et c'est à ce moment qu'ils ont décidé de créer la société FieldLink. Ils n'avaient pas encore de vrais produits, mais l'idée qu'ils avaient, c'est on va faire quelque chose et on va très rapidement s'adapter au marché, à ce que les utilisateurs veulent. On n'a pas d'idée grandiose ni de vision grandiose. Et leur objectif n'était pas de résoudre un gros problème que les gens avaient. Leur objectif était de faire une société qui aide des gens, mais ils ne savaient pas encore quoi construire. Et ils avaient pour objectif aussi de vendre la société. Eux, ce n'était pas un truc auquel ils allaient s'attacher et léguer à leurs enfants ou un truc comme ça, non. Donc du coup, vous voyez un peu à quel niveau leurs ambitions se situaient à cette époque. Et de l'autre côté, il y avait Elon Musk. Elon Musk, c'est l'un des personnages principaux de cette histoire, un des membres clés de l'équipe de PayPal. Du coup, les aventures d'Elon Musk dans la finance ont commencé à l'université. Lui et son frère Kimball Musk avaient immigré d'Afrique du Sud à la fin des années 80. Et ils ont ensemble fréquenté l'université Queen's à Kingston, en Ontario. Pour remplir leur carnet d'adresses vides, ils ont commencé à appeler à froid des personnes dont ils avaient lu dans les journaux. Ils prennent le téléphone, ils appellent direct. Bref, à un moment donné, Elon Musk est tombé sur un article sur le docteur Peter Nicholson, un cadre de la Banque de Nouvelle-Écosse. Nicholson était diplômé en physique et recherche opérationnelle et avait appliqué ses compétences scientifiques dans le domaine de la politique et de la finance. Musk était intrigué. Alors il a contacté l'auteur de l'article qui lui a donné le numéro de téléphone de Nicholson, que Musk immédiatement a composé. Je pense qu'il est juste de dire qu'Elon était la seule personne qui m'a jamais appelé sans raison et me demandé un emploi. Elon Musk a fait comme Steve Jobs, exactement comme Steve Jobs. Quand Steve Jobs voulait un stage chez HP, quand il était plus jeune, il a pris le téléphone direct et il a appelé le patron d'HP. « Hey, je veux un stage, vas-y, intègre-moi. » Bref, dans l'épisode, vous verrez ce que Steve Jobs a fait. Bon, revenons à Elon Musk. Du coup, je pense qu'il est juste de dire qu'Elon Musk est la seule personne qui m'a jamais appelé sans raison et m'a demandé un emploi, se souvient Nicholson. Impressionné par l'audace de Musk, il a accepté de rencontrer Elon et Kimball autour d'un repas. Lors du déjeuner, ils ont discuté de philosophie, d'économie, du fonctionnement du monde et Musk a confirmé sa perception de l'article selon laquelle Nicholson était super intelligent, un cerveau géant. Ils ont abordé le sujet d'un stage et Nicholson a dit qu'il avait une place disponible dans sa petite équipe de la banque Scotia. Sentant que les intérêts scientifiques de Nicholson reflétaient les siens, Elon a choisi de prendre cette place et Nicholson a pris sous son aile en tant que son unique stagiaire. Peter Nicholson a également gagné en distinction. Il allait devenir l'un des rares supérieurs d'Elon Musk. Pour Musk, qui n'avait que 19 ans et était stagiaire, c'était l'opportunité de voir la finance depuis les plus hautes sphères et il montrait déjà des promesses. Il était très brillant, très curieux, se souvient Nicholson. Et il avait déjà une vision très globale des choses. En dehors du travail, Nicholson et Musk passaient beaucoup de temps à discuter de casse-tête, de physique, de sens de la vie et de l'essence de l'univers. Même à cette époque, Nicholson se souvient qu'un des intérêts de Musk se démarquait, son véritable amour pour l'espace. Bon, c'est la partie de la vie où Elon Musk a fait son stage. Et l'un de ses seuls boss, Nicholson. Et plus tard, Nicholson allait devenir son mentor.
Donc du coup, Musk, pendant son stage, détecta une opportunité de faire des milliards de dollars pour la banque pour laquelle il travaillait. Du coup, Musk a vu une opportunité d'arbitrage lucrative. Et si Scotiabank achetait à bas prix des dettes de mauvaise qualité provenant d'autres banques, puis attendait qu'elles se transforment en obligations Brady, les gains pourraient atteindre des milliards de dollars. Et cela était théoriquement garanti par le Trésor américain, le FMI et la Banque mondiale. Il a présenté l'idée à Nicholson. Je lui ai dit, nous rachetons simplement toutes ces dettes. Ces gens sont idiots. C'est une proposition sans risque, a déclaré Musk. Nous pourrions gagner instantanément 5 milliards de dollars maintenant et ici même. Les dirigeants de la banque, après avoir écouté Elon Musk, prirent quand même la décision de ne pas saisir l'opportunité, car pour eux c'était un petit peu trop risqué. Alors que Musk leur a montré que c'était garanti par des trésors américains, le FMI et la Banque mondiale. Bref, les banquiers, là, ils ont dit, mais ce que tu veux faire là, c'est bien beau, mais nous, on ne veut pas prendre de risque, malgré le fait que le risque était totalement faible. C'était une opportunité asymétrique, quoi. Les gains étaient beaucoup plus... C'était même disproportionné comparé au risque. Et pour Musk, le stage chez Scotiabank a confirmé à quel point les banques étaient nulles, entre guillemets, nulles. La peur de l'inconnu leur avait coûté des milliards. Et dans ses efforts ultérieurs chez X.com et PayPal, il reviendrait sur cette expérience en tant que preuve que les banques pouvaient être battues. S'ils sont si mauvais en matière d'innovation, alors toute entreprise qui entre dans le secteur financier ne devrait pas craindre que les banques les écrasent, car les banques n'innovent pas, a conclu Musk. Voilà la grosse conclusion qui a fait en sorte que Musk ait l'idée de se lancer dans la finance, au lieu de rester dans la tech qu'il aime bien. Mais avant même de penser à se lancer dans la finance, il y avait Internet qui venait d'être créé et d'être popularisé. Partout, il y avait des sociétés qui faisaient des logiciels qui tournaient avec Internet et tout. Et il se faisait beaucoup d'argent. Et du coup, Musk était très étonné. Il était très curieux de savoir ce qui se passait. Et il prit la décision d'aller travailler chez Netscape. Netscape, c'était un navigateur de l'époque qui était très célèbre. Bref, mais Musk n'a pas pu travailler là-bas. Et il prit la décision de créer sa propre boîte. Mais par contre, Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui est très différent du Elon Musk de l'époque. Très différent même. Aujourd'hui, il est le serial entrepreneur, le techno king et le créateur de startups. Il gère plusieurs startups, il rachète Twitter, il a SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company. Il a tellement de trucs, il prend des risques partout, il mise son argent à chaque fois et on le qualifie de fou. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça sa mentalité. Il hésitait entre continuer ses études ou abandonner l'école et créer sa première société pour ne pas manquer la course vers Internet, la course pour la conquête d'Internet. Cependant, Musk a quitté l'université de Pennsylvanie à l'été 1995 avec l'intention de commencer son programme d'études supérieures à Stanford. Mais en revenant dans la région de la baie, les conseils de Nicholson devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. En fait, il voulait créer sa société comme je vous ai dit, mais il n'était pas sûr qu'il devait quitter son école pour aller créer son entreprise. Du coup, il a demandé conseil à son mentor Nicholson qui lui a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'il loupe Internet et qu'il se mette à créer son entreprise là tout de suite. Donc du coup, les conseils étaient devenus difficiles à ignorer. Musk dit, entre guillemets, je cite, « Je passerai plusieurs années à observer l'Internet traverser cette phase de croissance incroyablement rapide et ce serait vraiment difficile à gérer. Donc je voulais vraiment faire quelque chose, a déclaré Musk. Il a demandé un report de son programme en janvier 1996 au lieu de septembre. Bien que présenté aujourd'hui comme l'un des entrepreneurs de risque les plus accomplis dans le monde des affaires, Musk en 1995 était en conflit avec l'idée d'abandonner ses études supérieures. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques par nature, a-t-il déclaré à un journaliste du Pennsylvania Gazette de l'Université de Pennsylvanie quelques années plus tard. J'avais aussi une bourse et une aide financière que je perdais. Après avoir reçu son report, le contact du département de Stanford aurait dit à Musk « Eh bien, tentez le coup, mais je parie qu'on vous reverra dans 3 mois. »
Ce gars ne savait pas ce qu'il disait. Il a lâché la bête. Et Elon Musk n'allait plus jamais mettre pied dans son école là. Aujourd'hui, c'est le multimilliardaire. Bref, c'est pour ça que j'aime les biographies en fait. Ça nous fait rentrer dans le passé. Aujourd'hui, les héros d'aujourd'hui, comme on les voit dans notre podcast, on voit à quel point ils étaient vulnérables à l'époque, à quel point ils avaient des doutes. On entre dans leur tête. Et c'est un peu réconfortant. Je pense que c'est un peu réconfortant. C'est des êtres humains comme nous. Ils ont des problèmes, ils ont des doutes, mais ils ont la particularité de surpasser leurs limites. Aujourd'hui, Elon Musk, il prend des risques de fou parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait calculer le risque. Et aujourd'hui, on peut se dire que c'est parce qu'il est né comme ça, c'est dans ses gènes, mais non, pas du tout. Il n'a pas été comme ça, il a travaillé ce trait de caractère. Et ce qui se passait ensuite, c'est que Elon Musk créa Zip2. Zip2, sa société qui était comme un annuaire en ligne avec les contacts d'autres sociétés. Et dans la biographie de Musk, on dit que son code à l'époque était comme une boule de cheveux. Genre à l'époque où il a créé le code pour Zip2. C'était une boule de cheveux. Il était constamment... il manquait constamment de sommeil parce qu'il passait toutes ses nuits à coder. Il ne dormait pas. Il dormait sur le sol en dessous de ses bureaux. C'est trop drôle. Il se donnait tellement à fond. Mais son code était comme des spaghettis. Dans le jargon informatique des développeurs, quand on dit que le code est comme une boule de cheveux, c'est que le code n'a ni queue ni tête. C'est très difficile à maintenir, à ajouter de nouvelles fonctionnalités ou à écrire des tests pour ce code. Et c'est très souvent le code des amateurs, des gens qui ne savent pas très bien programmer, qui est décrit de cette façon. Donc on voit un peu à cette époque comment Musk gérait les défis techniques. Il n'était pas du tout un génie informaticien doué comme ce qu'on peut le croire. Il a travaillé et travaillé. Et même pour ses prochaines entreprises, il a dû lire des bouquins, s'instruire. Bref, on entrera dedans. Et c'est dans sa biographie. J'ai lu sa biographie il y a quelques années. Je pense que je vais la relire pour ce podcast et faire un épisode à propos d'Elon Musk. Il y a tellement de choses à apprendre. Et aussi... Dans Zip2, la société qu'il a créée, il luttait pour garder le pouvoir, pour être le chef de la société. Parce qu'Elon Musk n'est pas un leader né. Les gens n'approuvaient pas sa façon d'être leader. Et lui-même, il admet plus tard. Il dit n'avoir jamais été capitaine d'équipe au collège ou bien être chef d'équipe de football. Donc, il ne sait pas comment mener les hommes. Il ne savait pas comment mener les hommes à cette époque. Mais il l'a appris. Et du coup, en 1999, Compaq racheta Zip2 pour 307 millions de dollars. La société qu'Elon Musk avait construite. 307 millions de dollars. Mince. Et c'est comme ça qu'Elon Musk fut multimillionnaire. Donc le rachat de Compaq signifiait que Elon Musk allait recevoir 21 millions de dollars. Bam! 21 millions de dollars. Plus tard, en racontant cette histoire, Musk dit que c'était magnifique. Son compte bancaire, qui était d'environ 5 000 dollars, d'un seul coup, est passé de 5 000 dollars à 21 millions et 5 000 dollars. Il dit qu'il a reçu le chèque par la poste. Genre, il s'est levé un matin, il va à sa boîte aux lettres, il voit un chèque pour 21 millions de dollars. Et il a trouvé ça très bizarre et inapproprié. Il dit, mais si ça se perdait, un tas de trucs auraient pu s'arriver et j'aurais pu ne jamais avoir cet argent. Il a trouvé ça vraiment bizarre et inapproprié que la banque utilise ce genre de méthode pour lui envoyer son argent. Bref. C'est encore une des failles du secteur bancaire qu'Elon Musk a vu. Et il a dit, on doit résoudre ce problème. Et à cette époque, il avait 27 ans. Il était multimillionnaire avant ses 30 ans. Oh. Il s'est acheté une voiture, je sais pas, c'est une McLaren ou un truc comme ça. Bref, vous allez sur Internet, vous verrez. La voiture coûtait 1 million de dollars, si je me rappelle bien. Maintenant, parlons de la naissance de la société qui mènerait à PayPal. Après la vente de Zip2, Musk a décidé de se pencher sur le secteur financier qu'il trouvait médiocre et obsolète. Vous vous souvenez à l'époque de son stage dans la banque, il trouvait déjà ça obsolète. Donc du coup là, maintenant il avait beaucoup d'argent, il avait de l'expérience et là il s'est dit, maintenant je suis assez lourd pour me pencher sur ce problème. Parce que la finance était quelque chose de coriace. Et du coup il a dit, bam, je crée ma société pour résoudre ce problème. Et il voulait créer une banque en ligne qui faisait tout ce dont vous aurez besoin qu'une banque normale fasse. Genre un peu comme une sorte de Revolut. Aujourd'hui, si vous connaissez Revolut, l'application bancaire qui est partout en Europe là. Ouais, une sorte de Revolut, mais un peu primitif. Et il décida d'appeler sa société X et acheta le nom de domaine x.com. Et du coup, il utilisa l'argent de Zip2, l'argent qu'il avait, les 21 millions de dollars, une bonne partie. Il a embauché ses premiers employés
et il a conçu sa nouvelle entreprise grâce à cet argent. Il a tellement investi son argent dans la boîte que les gens le qualifiaient de fou. Genre, on dit, mais tu as gagné des millions, il faut au moins te construire, je sais pas, un patrimoine immobilier ou faire des trucs avec ton argent, mais toi tu verses tout cet argent dans ton idée de start-up, tu n'es même pas sûr que ça va réussir, et en plus de ça, tu as déjà une notoriété dans la Silicon Valley, tu peux avoir d'autres investisseurs qui viennent, qui investissent et qui partagent les risques avec toi. Mais Elon Musk, lui, il avait déjà pris le goût du risque. Et voilà. En 1999, Payne fit ses valises pour Palo Alto, où il rencontra bientôt cette impression de Musk. Il débordait d'énergie, entre guillemets, je cite. Il débordait d'énergie, se souvient Payne. Il avait vraiment cette envie d'aller de l'avant, de faire quelque chose, de construire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Un jour à la maison, Payne entra dans la chambre. La pièce était littéralement remplie de livres, des biographies ou des histoires sur les personnalités du monde des affaires et sur la façon dont elles sont arrivées là où elles en sont. Et en haut de cette pile, il y avait un livre sur Richard Branson. Ça m'a frappé que Elon Musk se préparait et étudiait pour devenir un entrepreneur célèbre. Il avait un objectif supérieur qui le motivait. En fait, j'aime cette partie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Elon Musk, j'ai découvert qu'Elon Musk fait ce que nous sommes en train de faire ici tous les mercredis. Bon, pas tous les mercredis, mais les mercredis toutes les 2 semaines. Elon Musk fait ce que nous faisons sur ce podcast. Il étudie les gens qui étaient là avant lui. Il a lu soigneusement leur parcours. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Et là, on prend l'exemple de Richard Branson. Ceux qui connaissent le monde des affaires, il y a Richard Branson, c'est un milliardaire anglais qui a créé Virgin, le groupe Virgin, qui a plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs d'activité différents. Et c'est un businessman légendaire. Elon Musk l'a étudié soigneusement et Payne était étonné. Le gars se préparait pour quelque chose de grand et aujourd'hui on voit ce qu'il est devenu. Un multimilliardaire il pèse des centaines de milliards. Bref, continuons. Du coup, je tiens aussi à préciser un petit truc. Le X.com de Musk à l'époque, ça me fait penser un peu à ce qui se passe actuellement avec Twitter. Elon Musk a racheté Twitter il y a quelques temps de cela pour 44 milliards. Et dans ces tweets, aujourd'hui je me suis levé le matin, il a posté un tweet par exemple, et dans le tweet il faisait référence à Twitter, il mettait Twitter/X. Genre, il faisait référence à Twitter comme X. C'est-à-dire qu'en fait, le rachat de Twitter semble être un objectif grandiose pour créer une sorte d'application financière globale. Il y a déjà eu des articles qui sont sortis à propos de ça et voir son tweet X où il référait à Twitter comme X me fait penser à ça. Et aussi, il a racheté le nom de domaine X.com de sa société de l'époque. Il l'a racheté il y a quelques années de cela. Du coup, il y a un peu une cohérence dans ses actes. Et je crois que Elon Musk va faire quelque chose avec Twitter qui a un lien avec le monde de la finance. Twitter va devenir un genre de super application comme WeChat en Chine. Je pense que ceux qui ont prédit ça avaient raison. Et les actes de Musk, si vous étudiez ce qu'il fait, ça va dans ce sens. Bref, c'est trop bien. Et Musk sera à Vivatech. Je vais aller à Vivatech dans quelques jours. Je pense que quand cet épisode sera posté, ça sera la semaine de Vivatech. Bref, allons-y. Je raconte ma vie dans ce podcast. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Max Levchin et Peter Thiel avaient leur startup FieldLink. Et ce qu'ils faisaient, la première idée de FieldLink, c'était de faire des logiciels de sécurité pour les Palm Pilot. Les Palm Pilot, c'est l'ancêtre de l'iPad. C'était les premiers handheld devices, les premiers ordinateurs handheld. Donc un peu comme un iPad mais primitif avec des boutons et avec un stylet, bref. Et Levchin, avec ses prouesses techniques, lui, il a créé l'entreprise. Son idée d'entreprise allait dans le sens de ses prouesses techniques. Mais ce qu'il ignorait à cette époque, c'est que le marché s'en fout royalement de tes prouesses techniques et de ton idée de cryptographie compliquée. Les gens s'en foutent de ça. Mais heureusement, lui et Peter Thiel, ils avaient pour objectif de s'adapter. Comme on va le voir, ça c'est une très importante leçon. Et en voulant recruter Luc Nosek dans la start-up, Luc Nosek c'était un de ses amis de l'époque de l'université. Et Nosek leur a dit, mais votre idée de start-up, elle est stupide. Et Thiel et Levchin lui ont répondu qu'ils vont itérer jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un concept
qui fait des étincelles. Cette réponse-là est très, très, très intelligente. Genre, les gars, ils ne se doutaient pas trop que ce qu'ils faisaient était stupide, mais ils avaient cette idée qu'ils vont itérer jusqu'à ce qu'ils trouvent un truc qui fasse des étincelles. Donc, c'était genre en mode, on ne baisse pas les bras. Vous voyez le mindset, j'aime trop. Et évidemment, ils ont eu du mal à faire décoller leur business, car personne n'en avait besoin. Maintenant, je vais rentrer dans la partie où les gars, ils font leur stratégie, les pivots, qui ont donné la naissance à PayPal. PayPal n'est pas juste une idée qui est bam, on claque des doigts et puis on veut faire PayPal. Non, c'est un truc qui a été pensé grâce à des pivots et grâce à l'adaptation. Du coup, Fieldlink fut renommé en Confinity et ils firent leur premier pivot. Ils prirent la décision de faire un mobile wallet pour les Palm Pilot. Ils voulaient rendre le portefeuille inutile. Les Palm Pilot, les appareils dont je vous ai parlé là, ils voulaient les rendre un peu comme un portefeuille où tu peux mettre ton argent là, argent digital. Et ils voulaient rendre obsolète le besoin d'avoir un portefeuille dans sa poche. Et ça me fait penser un peu à MetaMask, pour ceux qui connaissent les cryptos. Bref, au wallet. Bon, MetaMask n'est pas le seul wallet, mais ça me fait penser au wallet de crypto-monnaie. Du coup, je précise qu'ils avaient pour objectif de faire une start-up et de la vendre à une société de finance. C'était ça leur objectif. Ils n'étaient pas particulièrement passionnés par le monde financier ou par les problèmes du monde financier. Donc ça, c'est à noter. Ceux qui vous disent qu'il faut avoir la passion pour son industrie pour réussir, eux, ils viennent de prouver le contraire. C'est pas moi qui ai prouvé le contraire, c'est les gens qui ont réussi qui viennent de le prouver. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas de problème à résoudre. Ils ne résolvaient aucun problème de personne. Donc du coup, voilà. Et du coup, ils firent un deuxième pivot parce que même le premier pivot était mal reçu, était mal accueilli. Les gens n'en avaient pas besoin. Du coup, ils firent un deuxième pivot. Du coup, la prochaine itération était cette chose qui sécurisait cryptographiquement les billets IOU. Je dirais, je te donne, par exemple, je te donne $10 et je mettrai mon mot de passe. Se souvient Levchin. Les IOU numériques seraient stockés jusqu'à ce que l'utilisateur connecte son Palm Pilot à son ordinateur et au moment où les paiements seraient effectués. Mais pareil, cette idée-là, ça ne marchait pas trop. Et du coup, ils ont fait une troisième itération, un troisième pivot, qui était de transférer l'argent d'un Palm Pilot à l'autre. Et après le troisième pivot, ils prirent la décision de lever des fonds pour travailler à fond sur cette idée-là. Mais les investisseurs étaient sceptiques. Personne ne voyait l'utilité de leurs produits. Ils ont été rejetés 100 fois. Donc, ces gars-là qui aujourd'hui sont des multimilliardaires, ils ont été rejetés 100 fois. Des personnes qui sont considérées comme des génies de l'entrepreneuriat aujourd'hui ont été rejetées 100 fois à cause de leur idée stupide. L'idée est stupide. Eux-mêmes, ils le disent que c'était stupide à l'époque. Peter Thiel le dit dans l'épisode 9 de mon podcast, vous verrez, il le dit. Et jusqu'à ce qu'ils tombent sur Nokia, personne n'avait voulu d'eux. Et Nokia a bien voulu investir dans leur projet. Nokia a mis 4 millions de dollars, si je me rappelle bien. Mais les gars de Nokia ne comprenaient pas trop le projet. En fait, ils ont investi, mais ils ne comprenaient pas trop le projet. Par contre, ils ont dit avoir investi parce qu'ils trouvaient l'équipe brillante. Max Levchin, Peter Thiel, tout cet assemblage de gars brillants, ça fascinait les gars de Nokia. Ils ont dit, au moins vous, on est sûr que vous allez nous sortir quelque chose de mieux. Et c'est comme ça qu'il fit l'investissement. Mais Nokia n'était pas un truc sexy comme Sequoia par exemple. Donc ça n'a pas fait le buzz dès qu'ils ont reçu leur investissement. Les conseillers et les amis de Confinity, la société qui allait devenir PayPal, Confinity trouvait l'idée de start-up stupide. Il leur proposa d'aller dans un restaurant aléatoire et de voir combien de personnes avaient un Palm Pilot. Et qu'ils verraient que c'était genre entre 0 et 1 personne par restaurant. Dans la rue, on va dans un restaurant, bam. Et du coup, ce qui veut dire que juste 0 à 1 personne par restaurant serait leur potentiel utilisateur pour envoyer de l'argent. Ce qui fait que le marché était super faible. Et lors d'un brainstorming, ils avaient eu l'idée de permettre aux utilisateurs de s'envoyer l'argent par email. Donc après ces événements, ils ont fait un brainstorming. Et du coup, ils ont rajouté cette fonctionnalité d'envoi d'argent par email. C'était juste par hasard. Ce n'était pas leur focus. Et cette fonctionnalité même était mineure. Ils ne comptaient pas du tout se focaliser dessus. Ils ont juste mis ça comme ça. Ils ne se doutaient pas que c'est ça que les utilisateurs voudront. Bref. Et du coup, l'équipe de Confinity ne prenait pas l'idée d'envoyer par email au sérieux, comme je l'ai dit, jusqu'à ce qu'ils décident de recruter David Sacks. David Sacks, lors de son entretien, a ouvert les yeux
sur cette géniale idée qui était l'envoi d'email, l'envoi d'argent par email. Et là, vous avez une recrue et bon, je lis. Il est venu dans l'Ouest pour un entretien néanmoins qui n'a pas été un succès. Sachs n'a certainement pas réussi le test de l'aura, a déclaré un membre de l'équipe initiale de Confinity. L'équipe s'est opposée en partie au rejet total de Sachs du produit Palm Pilot. C'était une idée stupide, se souvient Sachs. Il y avait deux problèmes. D'une part, il n'y avait que 5 millions d'utilisateurs de Palm Pilot. Donc, à moins d'être avec quelqu'un qui avait également un Palm Pilot, l'application était inutile. Et puis, il y avait un autre problème. Même si vous étiez avec quelqu'un qui avait un Palm Pilot, à quoi l'utiliserez-vous ? Personne ne pouvait vraiment proposer quelque chose de mieux que de partager des additions de dîner. Sachs a dit à Thiel qu'il rejoindrait l'entreprise si le produit de messagerie électronique, donc l'envoi d'email, l'envoi d'argent par email était privilégié. J'ai dit, si c'est ce que l'entreprise va faire, je quitterai mon travail dès demain. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est bon de recruter les meilleurs. Genre, il vient à son entretien d'embauche et il dit, si vous faites ça, ce que vous avez là, comment êtes-vous incapable de voir que c'est ça qui va vous faire tout votre argent? Et si vous ne vous focalisez pas sur ça, je ne vous rejoins pas. Et c'est ce qu'il fit, c'est sa condition. Et plus tard, il allait rejoindre l'équipe PayPal et c'est comme ça qu'il allait devenir une pièce maîtresse de l'équipe PayPal et faire beaucoup de choses qui allaient propulser PayPal vers l'avant. Il allait aussi devenir membre de la PayPal Mafia, ces gens qui ont fait des sociétés à des milliards. Bref, l'équipe Confinity appela ce produit PayPal. Donc PayPal était un produit de l'entreprise Confinity. Et pendant ce temps, Elon Musk et X.com, Elon Musk lançait son produit qui était une sorte de version primitive de Revolut, comme je vous ai dit plus tôt. Le produit n'était pas bon au lancement. En fait, il y avait beaucoup de bugs. Et les hackers entraient facilement dans le système. La presse passait son temps à critiquer le produit d'Elon Musk et il était victime de bad buzz. Mais malgré tout ce bad buzz, les utilisateurs ne cessaient de venir vers X.com. Il y avait des milliers d'utilisateurs par jour. Et ceci nous apprend que every buzz is good buzz. Genre, il n'y a pas de bad buzz. Tant qu'on parle de vous, ça va. Donc, c'est ça que ça nous apprend. Du coup, des deux côtés, les deux startups, Confinity et X.com, ne cessaient de grandir chaque jour. Et voici ce que le livre dit à propos de ça. Pour les deux startups, l'explosion d'Internet était épuisante, mais stimulante. Chaque jour, nous venons tous nous regrouper comme de petits chipmunks pour voir combien de personnes s'étaient inscrites. Se souvient Colin Catlin de X.com. Chez Confinity, l'indice de domination mondiale suivait la croissance des utilisateurs. Le programme procurait des doses faibles de dopamine à l'équipe jusqu'à ce qu'il réalise qu'il monopolisait également la capacité limitée des serveurs de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. L'index de domination mondiale. Dans ce livre, en fait, on montre à quel point les gars, ils voyaient grand. L'équipe de Confinity, la petite équipe, avait un index de domination mondiale qu'ils mettaient là pour voir le truc. Et ça me fait aussi penser, dans le livre, ils font référence au Billionaire Breakfast Club. Genre, quand ils étaient encore à l'université, des futurs membres de PayPal, ils se rassemblaient, ils avaient leur breakfast et ils appelaient ça le Billionaire Breakfast Club, faisant allusion qu'au fait que dans le futur, ils allaient très certainement devenir des milliardaires. Et vous voyez un peu le mindset dans lequel ces gars-là étaient. Ils étaient tout jeunes, dans la vingtaine, université, mais ils avaient déjà leur objectif fixé en tête. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est réalisé. Donc du coup, un peu plus tard, Musk et son équipe se rendit compte à leur tour que leurs utilisateurs n'avaient Dieu que pour un seul service parmi tous les services bancaires que sa société fournissait. Et cette fonctionnalité était l'envoi d'argent par email. Les utilisateurs n'avaient que Dieu pour ça. Musk ne comprenait pas pourquoi les gens se foutaient royalement des fonctionnalités difficiles à construire que son équipe technique avait mis en place. Et au lieu de ça, il n'avait Dieu que pour la fonctionnalité la plus simple à construire, qui était l'envoi d'argent par email. Il ne comprenait pas. Il dit, mais on passe des jours à coder ce truc compliqué, l'achat d'actions d'entreprise, de bons et tout, mais vous vous en foutez royalement. Tout ce qui vous intéresse, c'est le truc le plus simple. Genre, copier des valeurs, des chiffres d'un bloc de la base de données à un autre. C'était ça la fonctionnalité. Et c'est ça que les utilisateurs voulaient. Musk et son équipe mirent leur fierté
de côté et prirent la décision de se focaliser sur ce que les utilisateurs voulaient. Et voilà le genre de décision qui vous fait vous démarquer de la concurrence. Ils n'ont pas essayé de combattre ce que les utilisateurs voulaient avec leur ego. Ils ont mis leur ego de côté. On voit que les deux startups pris la sage décision d'aller vers l'envoi d'argent par email. Et c'est cette décision qui allait donner naissance à PayPal. eBay, le territoire à conquérir. Après avoir construit son produit d'envoi d'argent par Palm Pilot, il envoie par email Confinity, cherchait des utilisateurs. Et puis, en étant très attentif d'où venaient leurs utilisateurs, il y a un truc qui se passa. En inspectant la provenance des utilisateurs, Confinity allait découvrir que les utilisateurs venaient d'eBay, le site de vente en ligne, le site d'enchères en ligne. eBay, il existe encore aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Et x.com fit la même découverte, mais un peu plus tard. Et aussi, ils se sont rendus compte que mais pourquoi nos utilisateurs viennent tous d'eBay? Et x.com pensait qu'ils allaient plutôt entrer en compétition avec Western Union pour l'envoi d'argent, mais les utilisateurs, eux, c'était plutôt eBay qui les intéressait. Ce n'était même pas ceux qui utilisaient Western Union. Genre, le marché a cette façon de vous prouver que vos intuitions sont très fausses. D'après tous les livres que je lis, je n'ai pas encore créé de start-up, mais d'après ma lecture entrepreneuriale et tout, le marché a cette façon de vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et il faut être très attentif au marché. Je pense que ça, c'est une bonne leçon qu'on devrait tous apprendre. Vu que les deux sociétés faisaient l'acquisition de la majorité de leurs utilisateurs via eBay, les deux rentrèrent en compétition pour être la plateforme de paiement principale via eBay. Et la compétition était rude. En fait, chaque startup adopta et démocratisa la stratégie de payer des utilisateurs pour l'inscription d'autres utilisateurs. Et cette stratégie était le principal levier pour l'acquisition. Et la compétition était tellement intense que c'était devenu une course à quelle entreprise des deux allait faire faillite la première. Et du coup, X.com, à cette époque, avait plus d'argent et ils avaient Sequoia Capital qui avait investi et Elon Musk qui était multimillionnaire. Bref, ils avaient beaucoup plus d'argent. Et Sequoia Capital, c'est un fonds d'investissement très célèbre qui avait investi dans Apple à ses débuts. Ça a été créé par Don Valentine, le légendaire Don Valentine, la Silicon Valley. Bref, c'est un truc pour un autre épisode. Et quand on parle de compétition, Levchin a accroché une banderole dans le bureau avec l'inscription Memento Mori et le logo de X.com. Memento Mori est une ancienne maxime philosophique en latin qui se traduit par « rappelle-toi que tu dois mourir », généralement considéré comme un grand clarificateur. Pour Levchin, la banderole servait à rappeler à l'équipe de Confinity le grand clarificateur juste en face, X.com. En Levchin ETL, Elon Musk a trouvé quelque chose qu'il rencontrait rarement, des compétiteurs aussi déterminés à gagner que lui. C'était un adversaire digne ici, avec ces gens de PayPal, se souvenait Musk. La rapidité des déploiements du code de Levchin chez PayPal en particulier était remarquable. J'étais vraiment impressionné, se souvient Musk. Je suis très bon en technologie, donc quand je trouve quelqu'un qui arrive à garder le rythme, je me dis « Waouh, respect !» Là, on voit Elon Musk qui donne tout son respect à Levchin et à PayPal, Levchin le CTO. Pour éviter la guerre inutile qui faisait rage entre les deux sociétés, X.com et PayPal prirent la décision de s'unir et ne former qu'une seule société. En voyant leur succès, d'autres personnes ont fait des copycats de PayPal, mais ces personnes allaient échouer. Bref, du coup, ils prirent la décision de fusionner X.com et PayPal. Et maintenant, lors de la fusion, il y a un problème qui a fait surface. Linux et open source contre Microsoft. En fait, la société d'Elon Musk, X.com, avait misé sur les technologies Microsoft parce que les technologies Microsoft étaient fiables et c'était, comment dire, enterprise. Et il y avait des professionnels qui étaient là derrière pour résoudre les bugs et tout et tout. De l'autre côté, Levchin avait opté pour Linux pour tourner sur les serveurs Linux et être open source, aller avec des technologies open source qui ne coûtaient rien du tout. Mais Elon Musk n'était pas de cet avis. Vu que Elon Musk est entré avec X.com et a fusionné avec Confinity, c'est X.com qui allait devenir la société mère, la société dominante, comme on peut dire. Et Elon Musk était le CEO et il prit la décision d'imposer des technologies Microsoft aux équipes techniques. Et il voulait que Levchin et son équipe réécrivent tout PayPal avec des technos Microsoft.
Mais les gars étaient... Microsoft, en fait, était très mal vu. Et les gars de PayPal ne voyaient pas la même chose comme Elon Musk. La décision était très mal prise par ces gars. L'atmosphère dans les bureaux de PayPal à cette époque était très mauvaise. Et je les comprends. J'ai été développeur avec des technos open source. J'ai travaillé sur Linux de l'époque, Fedora, Kali et tout. Et là, maintenant, je suis spécialisé dans des technos Microsoft. Et c'est vrai que l'écosystème des deux est différent. Aujourd'hui, Linux est beaucoup plus sophistiqué que dans les années 2000. Mais jusque-là, Microsoft, Windows et le .NET ont des avantages que Linux n'a pas. Mais aujourd'hui, les serveurs Linux sont beaucoup plus répandus par contre. Bref, en 1999, Microsoft était devenue la société de logiciels dominante dans le monde. Ce succès était dû en partie à la simplification. Microsoft Windows avait remplacé les interfaces changeantes d'antan. Des écrans noirs avec des curseurs clignotants nécessitant des commandes comme dire ou del pour ouvrir des photos et supprimer des fichiers. Microsoft Windows, avec ses icônes, boutons et curseurs simples et soignés, a élevé l'expérience informatique. Les fonctionnalités simplifiées de Microsoft lui ont également valu de farouches opposants, en particulier ceux qui avaient appris l'informatique de manière plus complexe. Les programmeurs étaient des critiques particulièrement vocaux. Les logiciels de Microsoft étaient payants et protégés par des droits d'auteur. Les hackers considéraient les produits Microsoft comme simplistes, peu élégants et basiques, l'équivalent informatique d'un minivan. De ces critiques ont émergé une série de systèmes d'exploitation open source et distribués gratuitement, souvent construits sur une plateforme appelée Unix. Linux, le plus célèbre de ces systèmes d'exploitation, a été créé par un étudiant en informatique du nom de Linus Torvalds en 1991. Ses partisans appréciaient le fait que Linux était tout ce que Microsoft n'était pas, flexible, réactif et gratuit. Les utilisateurs de Linux pouvaient apporter des modifications au cœur du système d'exploitation pour répondre à leurs besoins. Là, vous voyez un peu la guerre Microsoft et Linux. Bon, pour les développeurs qui m'écoutent, c'est un peu évident, mais j'ai lu cette partie pour que ceux qui ne sont pas développeurs comprennent mieux d'où vient ce problème. Et Levchin avait codé PayPal avec des technos open source qui tournaient sur Linux, comme j'ai dit. Et à cette époque, Microsoft n'avait pas encore fait en sorte que ses logiciels soient compatibles avec Linux. Aujourd'hui, les technos Microsoft .NET tournent sur Linux et sur Mac. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Donc du coup, la requête d'Elon Musk d'aller sur des technos Microsoft nécessitait que Levchin prenne tout son truc et réécrive tout de A à Z dans des technos Microsoft. Et c'était impensable pour Levchin. Mais selon Elon Musk, Linux était trop primitif et c'était une perte de temps de vouloir faire les choses soi-même. Les grands développeurs, eux, ils aiment bien faire les choses eux-mêmes. Ça, je confirme. Mais ça, c'était à l'époque. Là, aujourd'hui, les gens s'orientent plus vers l'efficacité. Et Elon Musk, lui, il avait cette vision-là, être efficace. Mais malheureusement, les gars de Confinity et PayPal ne voyaient pas les choses de la façon d'Elon Musk. Et Elon Musk, de son côté, ne voulait pas céder. Du coup, les gars de Confinity prirent la décision d'évincer Elon Musk du poste de CEO. Ils firent un putsch. Le board of directors remplaça Elon Musk à la tête de la société. Peter Thiel prit le rôle de CEO. Et Musk, vivant mal cette période, s'est retiré, mais il a quand même décidé de continuer d'aider la société à avancer dans le chemin qu'ils avaient choisi de suivre. Et dans le livre, on explique que Elon Musk a réfléchi de façon très objective. C'est sa façon de penser. Il est quelqu'un de très objectif. Et il dit qu'il voulait voir réussir l'entreprise plus que toutes sortes de conflits qui allaient être engendrés par cette séparation. Et aujourd'hui, on voit qu'Elon Musk est très ami avec ses anciens gars de PayPal, ses anciens collègues. Et certains ont même investi dans les sociétés d'Elon Musk, telles que Tesla et SpaceX. Peter Thiel, par exemple, a beaucoup investi dans les sociétés d'Elon Musk. Bref, là, on voit un peu le conflit qu'il y avait en interne. Maintenant, il y avait un autre problème. PayPal contre les hackers. Il y avait une autre menace existentielle que PayPal faisait face. C'était les hackers. Et PayPal perdait des millions de dollars à cause des hackers. Ils avaient levé 100 millions de dollars dans l'année 2000. Et ils l'ont fait de justesse car il y avait la bulle Internet qui explosait. S'ils ne levaient pas cet argent à ce moment-là, bam, ils allaient mourir. Du coup, après avoir levé des fonds, ils ont pu déployer leur activité. Et en déployant leur activité, ils devinrent la cible de hackers. Et c'est ce qui se passa. Maintenant, il fallait combattre les hackers et c'était très 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 compliqué.
vu que personne dans l'entreprise n'avait d'expérience avec les fraudes financières. Mais ils ont pris la décision d'être ingénieux et de créer de nouveaux moyens de combattre les hackers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont innové dans plusieurs sens. Levchin a même remporté un prix grâce à ses efforts dans la lutte contre les fraudes financières. Et le FBI, à la fin de cette période-là, le FBI a même sollicité PayPal pour gérer des fraudes. Bref, ils ont été ingénieux et tout ça sans l'aide d'un expert dans le domaine. Plus tard, ils disent même dans le livre que c'est parce qu'ils étaient des novices qu'ils ont eu cette opportunité de think out of the box. Ils ont pensé différemment des experts. Ils ont créé des trucs nouveaux. Et c'est grâce à ça que PayPal avait réussi à avoir le taux le plus faible de fraude financière dans le marché des fintech et des banques. Du coup, voici une petite partie de cette guerre contre les hackers. Avant la destitution de Elon Musk en tant que PDG, la lente transition vers PayPal 2.0, donc la version Microsoft de PayPal, avait laissé à Levchin du temps libre. Il l'utilisait pour se plonger dans le monde des attaquants de l'entreprise, donc les hackers. On restait émerveillé de le voir résoudre ses problèmes de fraude, se souvient Todd Pearson. Sa créativité, comme le fait de rentrer dans les salles de piratage russes et de les espionner, les salles IRC, bon je vais en parler plus tard. Je me disais juste que nos pauvres concurrents, ils sont dans de beaux draps. Le membre du conseil d'administration Tim Hurd se rappelle que Levchin appelait les fraudeurs au téléphone et leur parlait en ukrainien. Levchin et ses collègues ont découvert des niveaux de sophistication variables parmi les attaquants de l'entreprise. Un fraudeur légèrement astucieux a fait une fortune en créant un site de contrefaçon appelé paypal.com, exploitant la proximité entre les touches L et I pour attirer les utilisateurs vers une réplique fonctionnelle de paypal.com. Cependant, les stratégies plus sophistiquées et dangereuses ont également été rencontrées par l'équipe. En fait, là, il espionnait les hackers dans les rooms IRC. IRC, à l'époque, c'était un service de messagerie entre développeurs. C'est les hackers qui utilisaient ça plus. Du coup, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on entrait dans les channels IRC quand on voulait contribuer dans du open source. Je me rappelle, c'était l'ancêtre de Slack et de Discord. Ouais, de Discord plutôt. Donc, Levchin entrait là et il espionnait les hackers et il les appelait au téléphone et bam, il se faisait passer pour l'un des leurs. Et je donne tout mon respect à Levchin. Le livre va en profondeur dans les détails techniques de sa guerre contre les hackers. Et il a tout mon respect. C'est le genre de CTO que tu aimerais avoir. Bon, dans le livre, il parle de l'ingéniosité de l'équipe technique et les petits hackers furent éliminés et maintenant il ne restait plus que les grands maîtres. Le plus célèbre de tous les hackers de PayPal avait pour pseudonyme Igor et son nom fut utilisé pour nommer le logiciel de PayPal qui allait servir à détecter des transactions à fort potentiel frauduleux. Et plus tard, le gouvernement américain allait se charger de briser les deux hackers les plus puissants qui voulaient de l'argent à PayPal. C'était des hackers russes. Et le livre va en détail dans le combat. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour avoir le livre. Il y a tellement de bonnes choses à lire là-dedans. Tellement de trucs très intéressants. Donc du coup, maintenant, il y avait une guerre. La guerre eBay contre PayPal. La majeure partie des utilisateurs de PayPal venaient d'eBay. Mais eBay avait sa propre société de paiement. Ils ont racheté une société et l'ont intégrée dans eBay pour gérer leurs paiements. Et du coup, PayPal était un peu comme celui qui vient squatter et prendre les utilisateurs d'eBay. Ils ont intégré le bouton PayPal au site web eBay. Donc, ils entrent dans votre plateforme. Ils mettent le bouton et les utilisateurs l'utilisent. Et eBay est entré en guerre avec PayPal. Ils ont utilisé plusieurs stratagèmes pour essayer de remplacer PayPal. Parce que PayPal était tellement dominant que la majeure partie des transactions sur eBay se faisaient par PayPal. Genre, vous avez votre plateforme, vous avez votre moyen de paiement, mais la majeure partie des transactions se font avec un autre moyen de paiement de quelqu'un qui est venu s'intégrer dans votre plateforme. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passait. Et la guerre fut rage. C'était bam, 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 les deux, ils étaient là, il y avait des batailles. Mais en 2002, PayPal fit son entrée en bourse avec une valeur d'1 milliard de dollars. Donc, PayPal était devenu une licorne en 2002. Genre 3 ans seulement après sa création. Très rapide. On raconte aussi que les gars de PayPal, ils ne dormaient pas. Ils bossaient tellement dur qu'il y avait des familles, des couples qui se brisaient. Les gens, ils n'avaient pas de temps pour eux.
ils dormaient au bureau, bref, c'était très chaud. Et ça explique un peu leur croissance fulgurante. Mais par contre, eBay, malgré le fait qu'eBay avait les utilisateurs, la plateforme, aussi son moyen de paiement, eBay avait du mal. Parce que les gars de PayPal, c'était des compétiteurs féroces. C'est des gens, vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de personnes comme ennemis, les gens de PayPal. Peter Thiel, Levchin, tout ça, c'est des gens, Elon Musk, tout ça, c'est des gens qui sont compétitifs à mort. Là, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'ils ont fait. Au début de l'année 2002, eBay a annoncé eBay Live, une célébration en personne de tout ce qui concerne eBay, prévue pour le 21 juin à Anaheim, en Californie. L'événement réunirait l'univers des vendeurs, des acheteurs, des fournisseurs et des participants d'eBay. Le PDG Meg Whitman serait la principale intervenante. Après une séance de brainstorming, Sachs et son équipe ont eu deux idées, toutes deux destinées à agiter eBay. Premièrement, PayPal organiserait un grand événement la veille de l'ouverture d'eBay Live. Après que PayPal ait envoyé l'invitation, le Motley Fool a rapporté « PayPal perturbe encore la tête d'eBay ». Après leur avoir volé la vedette avec succès, PayPal s'est tourné vers sa deuxième idée. L'équipe marketing avait obtenu des milliers de t-shirts abordant le logo PayPal à l'avant et la phrase « Nouvelle monnaie mondiale » à l'arrière. Ils les distribuèrent lors de l'événement avec une incitation. Ceux qui seraient vus portant les t-shirts à eBay Live seraient éligibles à un prix en espèces de $250. L'objectif était de rappeler aux dirigeants d'eBay que PayPal était inextricablement lié à sa communauté de vendeurs. Même les plus grands supporters d'eBay portèrent des articles de marque PayPal. Lorsqu'eBay Live a ouvert ses portes, les logos de PayPal étaient partout, avec les participants portant des t-shirts dans l'espoir de gagner de l'argent gratuitement. eBay a remarqué lorsque Meg est montée sur scène pour son discours principal, elle a été accueillie par des milliers d'utilisateurs eBay silencieux et un nombre stupéfiant de t-shirts PayPal. Pour l'équipe de PayPal, le coup de grâce est venu lorsque USA Today a publié un article le 1er juillet 2002 sur eBay Live, en première page de sa section argent. Dans la photo qui l'accompagne, Whitman sourit et signe des autographes. Un demandeur d'autographe se tient à sa gauche, arborant le logo de PayPal sur sa poitrine. C'est des malades, c'est des fous. Vous intégrez l'événement de votre compétiteur, vous... Bref, le genre de compétition qui te rend fou. Les gars, ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent rien lâcher. Mais par contre, de leur côté, eBay perdait la guerre. eBay était en train de perdre la guerre. Et eux-mêmes, ils le savaient. Jordan et son équipe étaient également très attentifs à la communauté d'eBay, où les chiffres d'utilisation de PayPal parlaient d'eux-mêmes. Des millions d'utilisateurs d'eBay choisissent activement PayPal pour leurs transactions. Jordan craignait que tuer PayPal ne soit pas seulement un homicide, mais un suicide pour eBay. J'étais ambivalent quant à l'idée de tuer PayPal, a admis Jordan, car cela faisait fonctionner mon entreprise. Jordan et d'autres membres de l'équipe eBay se souvenaient des réunions interminables sur PayPal. Et comme leur homologue, lui et son équipe ont envisagé tous les plans possibles pour concurrencer, fermer ou entraver les efforts de PayPal. Mais en 2002, cela a été considéré comme une cause perdue. PayPal était devenu une société cotée en bourse avec des utilisateurs fidèles. Et eBay devait vivre avec l'indignité de sa présence. Vous voyez à quel point les gars ont mis eBay contre le mur. Vous allez sur la plateforme de quelqu'un. La personne a toutes les clés, mais il n'arrive pas. eBay prit la décision d'acheter PayPal finalement pour 1,5 milliard de dollars. Elon Musk était le plus gros actionnaire de PayPal et il a reçu environ 175 millions de dollars. Et c'est grâce à cet argent qu'il a commencé SpaceX et Tesla, genre en 2003-2004 environ. Peter Thiel et Levchin et d'autres membres de PayPal devinrent des multimillionnaires. Et grâce à leur fortune et leur expérience, leur réseau et leur camaraderie qu'ils avaient bâti lors des années PayPal, et genre 4 ans seulement, 4 ans pour devenir multimillionnaire. C'est chaud, c'est fou. Grâce à ce réseau, plusieurs membres de l'équipe PayPal créèrent leur start-up de leur côté. Et c'est ainsi qu'il créa plusieurs autres licornes. On connaît tous aujourd'hui LinkedIn, on connaît YouTube, Yelp, Yammer, Tesla, SpaceX. On connaît toutes ces belles sociétés et aucune d'entre elles n'aurait existé sans PayPal. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Est-ce que vous le saviez?
Bref, moi je le savais juste sur internet, mais le livre m'a donné, comment on dit, insight. Ça m'a donné plus de détails sur l'histoire. C'est fantastique. Bref, pour en savoir plus, je vous conseille de lire le livre. Le lien est dans la description. Je ne vais pas aller plus loin. Ça serait trop loin pour un épisode d'un podcast. Je vais en rester là. Et je vous ai juste donné de petits détails. Le livre, il fait des centaines de pages et il va dans les détails sur tout. Je vous conseille de le lire. Bon, maintenant, place aux leçons qu'on peut tirer de l'histoire de PayPal et de l'expérience de ses fondateurs. La création d'entreprise doit être faite avec flexibilité. Ça, c'est la première leçon. Et il faut s'adapter, toujours s'adapter. Et s'adapter en ayant en tête ce que les utilisateurs veulent. Elon Musk le dit lui-même. Et il a appris à ses débuts, après avoir créé Zip2. Il a appris cette leçon qu'il partage dans le livre. Chez Zip2, Musk avait appris que le succès d'une start-up ne consistait pas seulement à imaginer des bonnes idées, mais plutôt à découvrir puis rapidement abandonner les mauvaises idées. Vous commencez avec une idée et cette idée est surtout fausse. Et ensuite, vous adaptez cette idée et vous la perfectionnez tout en écoutant les critiques, dira-t-il plus tard à un public. Et ensuite, vous vous engagez dans une sorte d'amélioration récursive de vous-même. Vous continuez à itérer dans une boucle qui dit « Est-ce que je fais quelque chose d'utile pour les autres ?» Parce que c'est ce qu'une entreprise est censée faire. Trop de précision dans les premiers plans, croyait-il, coupait prématurément cette boucle itérative. En gros, il ne faut pas trop planifier. Et c'est le même conseil que Peter Thiel nous donne après avoir appris de PayPal. Il nous donne ce conseil dans son livre, dans la description. Son livre Zero to One. Le lien est dans la description. Et en plus, ce que Elon Musk dit ici est très similaire aux 3 pivots de Levchin et Thiel chez Confinity. Je vous ai parlé dans cet épisode des pivots qu'ils ont fait après avoir vu que chacune de leurs idées était merdique. Ils ont pivoté jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur cette idée qui était bonne, qui était jugée bonne par les utilisateurs. Et aussi, il y a un autre truc, PayPal recrutait en mettant la barre très haute. Il donnait beaucoup de confiance aux personnes qu'il recrutait et il les laissait travailler à leur rythme. Il y avait juste des checkpoints pour s'assurer que ces personnes allaient dans la bonne direction. Et c'est un mode de fonctionnement que je vois en lisant la biographie de plusieurs grands entrepreneurs. Les gars, ils évitent le micromanagement dans leurs entreprises. C'est pareil que Steve Jobs. Steve Jobs disait, il faut recruter les meilleurs et les laisser faire leur truc. Xavier Niel, pareil. Il recrutait les meilleurs et dans Free, par exemple, dans sa biographie, dans Free, on voit que les gars, il n'y a pas trop de micromanagement. Et le lien vers l'épisode sur Xavier Niel est dans la description, ainsi que sa biographie. Vous pouvez les utiliser pour écouter l'épisode et acheter le livre. Et aussi, dans le livre, on apprend la technique de recrutement de Levchin, le CTO de PayPal, à cette époque-là. Sa technique de recrutement est simple et similaire à celle de Xavier Niel au début de Free. Et pour recruter les ingénieurs logiciels les meilleurs, Max Levchin donne cette technique et il l'explique très clairement dans le livre Founders. Pour convaincre les recrues, l'équipe a élaboré une approche de vente audacieuse. Des années plus tard, Levchin a décrit cette approche lors d'un cours d'informatique à l'université de Stanford. Les ingénieurs sont des personnes très cyniques. C'est leur formation qui veut ça. Et ils peuvent se le permettre étant donné le grand nombre d'entreprises qui essaient de les recruter dans la Silicon Valley en ce moment. Comme les ingénieurs pensent que toute nouvelle idée est stupide, ils auront tendance à penser que votre nouvelle idée est stupide. Ils sont bien payés chez Google pour faire des choses assez cool. Pourquoi arrêter d'indexer le monde pour aller faire votre truc stupide? Genre en disant indexer le monde, il fait référence au fait que Google est un moteur de recherche qui indexe les données du monde. Donc, la façon de rivaliser avec les géants n'est pas l'argent. Google vous surenchérira. Ils ont un puits de pétrole qui crache 30 milliards de dollars de revenus de recherche chaque année. Pour gagner, vous devez raconter une histoire sur les rouages. Chez Google, vous êtes un engrenage parmi tant d'autres. Alors qu'avec moi, vous faites partie de cette grande chose que nous construisons ensemble. Articulez la vision. N'essayez même pas de payer beaucoup. Répondez aux besoins de trésorerie des gens. Payez-les pour qu'ils puissent payer leur loyer et sortir de temps en temps. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de briser leur mur de cynisme. Il s'agit de rendre de nouveaux projets à 1% beaucoup plus excitants qu'une somme de plusieurs centaines de milliers de dollars et un bureau chez Google. Une autre leçon qu'on apprend, c'est que le manque d'expérience est un atout.
À la fin du livre, les gars de la PayPal Mafia partagent leur expérience et partagent les leçons qu'ils ont apprises lors de la création de PayPal. Et écoutez ceci. Les anciens employés ont également considéré l'inexpérience comme un atout. Très peu des meilleurs employés de l'entreprise avaient une expérience préalable dans les paiements, a déclaré Mike Greenfield, membre de l'équipe d'analyse de fraude. Et beaucoup des meilleurs employés n'avaient que peu ou pas d'expérience antérieure dans la création de produits Internet, a-t-il ajouté. S'ils avaient mis en place leur processus de lutte contre la fraude de manière traditionnelle, a-t-il expliqué, ils auraient embauché des personnes qui auraient passé 20 ans à construire des modèles de régression logistique pour des banques, sans jamais innover. Et les pertes liées à la fraude auraient très probablement englouti l'entreprise. Laurie Schultheis se souvient, lorsque nous cherchions à embaucher des personnes pour lutter contre la fraude, nous cherchions en réalité des personnes qui n'avaient pas d'expérience en matière de fraude, car nous ne voulions pas qu'elles aient des idées préconçues sur ce qu'elles devraient faire chez PayPal. Nous voulions qu'elles puissent pivoter, penser de manière créative et adopter une perspective différente, au lieu de dire, eh bien, vous savez, dans telle ou telle banque, voici comment nous l'avons fait et c'est ainsi que nous devrions faire ici. En gros, ignorance is bliss. Ou bien, il y a aussi un autre point, une autre leçon. Être un outsider a de gros avantages. Et voici ce que les gars de PayPal eux-mêmes ils disent. Beaucoup étaient des outsiders, mais dans un autre sens, la majorité des 10 cofondateurs originaux de X.com et de PayPal étaient nés à l'étranger. Donc ils étaient des immigrants. Immigrer est un acte entrepreneurial, explique Sachs. Vous faites un pas affirmatif pour quitter votre pays et vous laissez souvent tout derrière vous. C'est l'acte entrepreneurial ultime. Il n'est donc pas surprenant que lorsque les gens arrivent aux États-Unis, ils continuent à essayer de faire des choses entrepreneuriales, de façonner leur propre environnement. Et ouais, ça c'est pas faux. Moi-même je suis un immigré et quand tu t'en vas, bam, tu laisses tout derrière toi. Tu arrives là avec ton sac à l'aéroport, tu commences une nouvelle vie. Bon, Levchin a ajouté une qualification inattendue pour les employés de PayPal, qu'il estimait contribuer au succès de l'entreprise et aux réalisations ultérieures de ses anciens employés. Beaucoup des premiers employés détestaient tout simplement être des employés. Le meilleur employé à n'importe quel poste, à n'importe quel niveau de responsabilité, est quelqu'un qui croit généralement que c'est son dernier emploi en travaillant pour quelqu'un d'autre. La prochaine chose qu'il fera sera la sienne, a déclaré Levchin. Avoir autant de personnes ayant cette mentalité que possible a fait la différence dans l'entreprise. Et c'est ce qui en a fait un terrain fertile pour les entrepreneurs plus tard. Le membre du conseil d'administration Tim Hurd a expliqué les qualifications pour les employés de PayPal de manière plus simple. Étiez-vous une star intellectuelle? C'est le numéro 1. Pouviez-vous faire ce dont nous avions besoin de manière excellente? Et étiez-vous prêt à travailler dur pour le faire? Rien d'autre n'importait. Donc, voilà les leçons apprises et voilà l'histoire de PayPal. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner, partager et me dire ce que vous pensez. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez écrire. Il y a la section en bas là. Laissez-moi un message s'il vous plaît. J'ai reçu quelques messages jusqu'à présent et j'apprécie. Si vous avez des critiques aussi, je suis très ouvert aux critiques. Bon, allez, rendez-vous pour le prochain épisode. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.